J'espère que vous allez bien depuis la dernière fois. Est-ce que le son fonctionne bien? Si deux, trois personnes peuvent me répondre. Alors, oui, on vous donnera le PDF hein, pour vous répondre. Voilà, le son a l'air bon, super, ça fonctionne donc, génial. Merci à tous. C'est bon. Ben écoutez, donc bonjour à tous. Merci de votre participation. Vous êtes toujours plus nombreux, pour que vous sachiez. Là, on est à 1600 inscrits, 1650 même. Et là, vous êtes actuellement 300 en ligne. Donc, ça me fait vraiment super plaisir et je suis content de cet engouement pour l'ophtalmologie. Ça me fait toujours plaisir. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder les chirurgies simples en ophtalmologie. Alors, vous allez voir qu'on va aller, enfin les premières vont être assez simples et puis après j'aborderai une ou deux chirurgies un petit peu plus complexes pour ceux qui pourraient être frustrés par des chirurgies peut-être trop simples, hein, car les niveaux sont variables hein, suivant les praticiens. Donc voilà, j'espère répondre à la majorité d'entre vous. Donc, les chirurgies simples en ophtalmologie. Je tiens à remercier aujourd'hui TVM et Medcom Formation pour l'organisation de la journée. Pas de son? Avez-vous le son? Voilà. Donc merci TVM, le laboratoire, et merci Medcom Formation. Quelques chirurgies simples. Nous allons aborder aujourd'hui la luxation de la glande nictitante, la tarsographie, qui est le recouvrement par la membrane nictitante, l'exérèse d'un cil ectopique, la correction d'un entropio simple, et enfin la transposition du canal de Sténon. Voilà, ce sont des chirurgies qui sont très fréquentes, que vous êtes amenés à faire donc régulièrement, je pense. Je pense que la plupart vous les faites, mais peut-être qu'on pourra discuter de certaines petites astuces, des petits trucs pour peut-être améliorer la technique. Et puis peut-être que la transposition du canal de Sténon est moins pratiquée, c'est une chirurgie un peu plus spécialisée tout de même. Le matériel. Je vous invite à investir dans des lunettes loupe, ça vous aidera, c'est pas très cher, donc c'est ce type de lunettes que vous voyez ici. Tout le monde ne possède pas un microscope comme celui-ci, plutôt les spécialistes. Donc si vous n'avez pas de microscope, n'hésitez pas pour ces petites chirurgies en ophtalmo, même si c'est de la chirurgie macro, on n'est pas dans la microchirurgie, ça vaut le coup de posséder des lunettes loupe qui vous aideront bien pour les chirurgies que je vais vous montrer. Voilà, ce type de lunettes, j'ai regardé hier donc sur internet et dans les centrales, c'est aux alentours de 300 €. Donc les lunettes Hein par exemple ou Zeiss qui sont des bonnes marques. D'autre part, bon, vous utiliserez des instruments assez classiques, type porte-aiguille, plutôt des porte-aiguilles fins, ciseaux à strabisme, une pince à chalazion, ça c'est vraiment important, on va le voir pour la chirurgie de certaines paupières, certaines pathologie de paupières, et une pince de Pauwik, comme celle-ci, qui va vous permettre de manipuler la conjonctive. En termes de fil, j'utilise beaucoup l'éthylon, le nylon, donc 4,0, du Vicryl, donc fil résorbable, 4,0, et du Vicryl rapide pour la chirurgie des paupières, 3,0 et 4,0. L'intérêt de ce Vicryl rapide, c'est que donc on n'a pas à retirer les fils, et c'est vrai que retirer les fils au niveau des paupières, ça peut être très compliqué, surtout s'il y a beaucoup de points. On me demande si on peut porter des lunettes loupe sur des lunettes personnelles. Oui, ça peut se faire, tout à fait. Dans ce cas-là, c'est un système un peu différent de fixation des loupes sur vos lunettes. Alors, on va voir le déroulé et la préparation qui est commun à toutes les chirurgies que je vais vous montrer. Nous faisons rentrer l'animal le matin même et il sort le soir même. L'anesthésie générale, elle est assez classique. On demande une bonne myorelaxation pour l'ophtalmo et une bonne analgésie. Mais ça, bon, vous savez faire. Donc anesthésie générale. Nous, nos protocoles pour les chiens non cardiaques, c'est une tranquillisation avec du sédator, ensuite du propofol pour l'induction et du bupac pour l'analgésie et relais gazeux à l'isoflurane. Et pour les chiens cardiaques, on évite le sédator.
Tonte des paupières, donc un peu comme vous voyez ici, hein, on réalise comme une lunette pour la plupart des chirurgies. Le positionnement de la tête, ça c'est très important pour ces chirurgies que je vais vous montrer. Il est important de bien stabiliser la tête avec le plan de l'iris parallèle à la table. Donc c'est cette position-là que vous allez avoir. Vous vous placez derrière la tête, donc en région dorsale, et vous allez utiliser, je vous conseille d'investir dans un coussin contentif, coussin de contention, qui utilise une pompe et qui, c'est un peu comme les coques hein, qu'utilisent le SAMU pour stabiliser les personnes accidentées. Là, c'est le même principe. Vous stabilisez la tête en enlevant l'air du coussin, ce qui va vous permettre de faire une coque et de bien maintenir la tête comme vous le souhaitez. La désinfection locale se fait avec de la bétadine diluée au 10e. Et ensuite, on pose un champ collant. Voilà pour la position de la tête. Donc vous voyez ici ce coussin de contention, hein, là chez un chat, là chez un chien, de façon à ce que la tête soit comme ceci, le nez vers le haut, et le plan de l'iris parallèle à la table. Et vous allez vous placer, on place l'animal plutôt en bout de table, et vous placez là, à l'extrémité de la table, derrière la tête. Et c'est là que vous allez intervenir, donc derrière, en région dorsale, à ce niveau-là. Et vous voyez l'intérêt hein, de ce coussin qui va vous permettre de bien maintenir la tête dans la position que vous le souhaitez. Donc ça, vous pouvez trouver ça aussi en centrale. Hein, j'ai regardé hier, c'est disponible en centrale. Alors, première intervention. Vous m'entendez bien toujours? Désolé, hein, je vous demande parce qu'on a eu un petit souci là dernièrement. Alors, première intervention, la remise en place de la glande nictitante luxée. Donc ça, c'est une chirurgie que beaucoup d'entre vous pratiquent déjà, et puis d'autres qui veulent apprendre. Alors, on me demande bétadine, savon ou solution? Solution, hein. Bétadine, solution diluée au 10e. Donc, remise en place de la glande. Donc, ici, vous voyez une glande luxée, hein, la glande nictitante qui est luxée chez ce chien. Et donc, vous savez que maintenant, il est proscrit de retirer cette glande. C'est même considéré comme une faute professionnelle. On doit conserver cette glande car elle joue un rôle. Elle sécrète une partie des larmes, une partie du film lacrymal. Donc, c'est important de conserver cette glande. Donc, nous allons voir cette chirurgie de remise en place de la glande. Il y a plusieurs techniques qui existent. Celle que je vais vous montrer est la technique d'enfouissement, technique d'enfouissement de Morgan, qui est la technique la plus utilisée, celle qui donne les meilleurs résultats d'après les études, le moins de complications, le moins de taux de récidive. Pour information, il existe une autre technique d'ancrage que vous voyez ici à droite, désolé, voilà, qui consiste à fixer la glande au périoste orbitaire, mais un petit peu plus de risque de récidive. Alors, on me dit bétadine à 10%. Oui, en fait, c'est de la bétadine à 10% que vous diluez à 1%. 10%, c'est-à-dire qu'en fait, la bétadine à 1%, c'est pour l'œil lui-même. Sur les paupières, c'est 10%. Ensuite, donc cette technique, je vais vous la montrer en film. Pour toutes les interventions, voilà, je mets sur pause. Pour toutes les interventions que je vais vous montrer aujourd'hui, j'ai choisi de vous montrer un film pour que ça soit le plus réel, le plus en live possible. Voilà, donc pour moi, le principal, c'est ces chirurgies, ces vidéos que je vais vous montrer. Et si cela veut partir, voilà. Désolé. C'est parti. Voilà. Ici, vous avez donc la luxation de la glande chez ce petit cavalier King Charles, à droite, sur l'œil droit. Donc, l'animal va être anesthésié. Voilà, on voit bien la luxation hein, de la glande. Vous voyez la tonte qui a été réalisée. Donc, j'utilise un fil résorbable, donc Vicryl 4.0. Et voici l'anesthésie de l'animal. Donc, vous avez vu la position de la tête. Hein, et moi, voilà, vous allez vous placer ici, en région dorsale. Alors, c'est pour cette chirurgie, la seule particularité par rapport à toutes les autres chirurgies, c'est qu'on place la tête, comme vous le voyez, avec le museau vers vous. Donc, c'est la seule différence, c'est pour cette chirurgie-là. Tous les autres, c'est plutôt la position que je vous ai montrée tout à l'heure.
Là, vous voyez la glande luxée. Donc, l'intérêt, c'est qu'on a la nictitante qu'on va pouvoir réverser vers soi, comme vous allez le voir. Donc là, on place le champ collant. Voilà. Ensuite, on va éverser la membrane nictitante. Pour éverser cette membrane nictitante, on place 2 fils de traction à l'extrémité de la membrane nictitante, aux 2 extrémités. Donc vous voyez là, on place un premier fil de traction à une extrémité et un deuxième fil de traction à l'autre extrémité. Vous voyez que cela permet avec ces 2 fils de traction d'éverser la membrane nictitante et de bien visualiser la glande nictitante luxée. Voilà, là on voit très bien cette glande qui est luxée à la base de la nictitante face interne. Donc là, on se positionne face interne de la membrane nictitante, vous êtes d'accord? On place un troisième point de traction à l'apex de la membrane nictitante, de la glande nictitante luxée, pardon. Voilà, ce qui va nous permettre de la manipuler, de la faire passer de l'avant vers l'arrière. Et ensuite, on va réaliser une première incision derrière la membrane nictitante, une incision qui est simplement conjonctivale. On n'incise que la conjonctive, comme vous l'avez vu. Donc derrière la membrane nictitante, et vous voyez l'intérêt de ce troisième point d'appui qui permet de passer devant la glande luxée. Et devant cette glande luxée, on va faire une autre incision parallèle à la première, de la conjonctive aussi. Pas trop près du bord libre, attention, des fois on peut avoir tendance à le faire trop près et c'est pas une bonne chose. Après on risque d'avoir des distorsions du bord libre. Voilà, c'est un moment où ça peut saigner un petit peu. Oui, Vicryl 4.0 ou nylon 4.0 pour les fils de traction, au choix, pour répondre à votre question. Donc suite à ces incisions, on revient face en région distale et on va effectuer la poche. Voilà, on appelle ça aussi la technique de la poche, car vous allez réaliser la dissection de cette poche où va s'enfouir la glande nictitante. Donc on utilise pour cela des ciseaux, comme vous le voyez. Cette poche, il faut qu'elle soit assez grande. Souvent, il y a des échecs, des récidives dus à une poche trop petite. Donc, avec vos ciseaux, il faut bien écarter, bien disséquer pour avoir une poche la plus grande possible. On revient face externe de la membrane nictitante. Grâce aux 2 fils de traction, vous voyez, on la replace normalement pour fixer un premier point qui est le point de départ de votre surjet, qui doit être face externe pour éviter le frottement du nœud sur la cornée. Donc là, on est face externe de la membrane nictitante, c'est important. Donc voilà le premier nœud qui est le point de départ. Et ensuite, vous repassez, une fois que ce premier point est fait, vous repassez face interne, puisque c'est face interne que va s'effectuer le surjet. Donc on retraverse la membrane. Et ensuite, on va réaliser le surjet qui va enfouir la glande dans la poche que vous avez disséquée. D'accord? Donc vous prenez l'extrémité distale de la première incision. Et toujours en manipulant la glande nictitante, vous allez repasser devant la glande sur la deuxième incision pour chercher l'incision proximale. Toujours vous piquez dans la conjonctive. Des fois, on prend un petit peu le cartilage, c'est pas très grave. Des fois, on incise un peu le cartilage aussi. Au niveau de cette incision, il faut pas s'inquiéter, c'est pas très grave. Voilà, on revient derrière la glande pour prendre à nouveau dans la conjonctive distale, et ainsi de suite. Et vous voyez que votre surjet, peu à peu, va rapprocher les 2 incisions et va enfouir la glande. Donc ça, vous allez le voir très bien tout à l'heure. On me demande pas de dissection du bord libre, du côté du bord libre. On fait une toute petite dissection, très légère, qui vous permet juste de prendre, d'avoir un appui pour le surjet. Mais on ne dissèque pas, on fait pas de poche comme l'autre côté. Voilà, on continue le surjet. Donc là, vous voyez, je prends un tout petit peu là dans le cartilage de la nictitante. Voilà. On progresse dans son surjet. Là, on peut enlever le troisième point de traction qui était sur la glande. Il va moins nous servir car la glande va s'enfouir maintenant. On s'aide d'une pince, vous voyez, qui va enfouir la glande toute seule, vous voyez.
dans la poche. Si votre poche est assez bien disséquée, d'ailleurs, vous voyez que la glande, elle est déjà en place. Elle ressort pas. Ça veut dire que la poche est suffisamment grande. Et ensuite, vous terminez votre surjet de la même façon. Donc là, vous voyez que lors de l'incision, j'ai touché le cartilage, mais c'est pas grave. Hein. Ça peut arriver, aucune gêne. Et c'est difficile de couper de n'inciser que la conjonctive sans inciser le cartilage. Alors, vous mettez, Damien, je trouve parfois que l'incision est vite cachée par du sang. Oui, un petit peu. Là, vous voyez qu'il y a un saignement tout de même, donc il faut tamponner. Et puis, vous pouvez même prendre du sérum physiologique adrénaliné si vous voulez limiter le saignement. Voilà, on continue ce surjet. Alors, question qui est posée, on ne fait pas l'exérèse de la muqueuse à la surface de la glande. C'est une bonne question. Je le fais lorsque la glande est très très hypertrophiée. C'est vrai que, et puis sur des grands chiens, ça peut être bien de retirer une partie de la muqueuse de la conjonctive qui tapisse la glande. Tout à fait. Ça permet de diminuer un peu la taille de la glande et d'avoir plus d'adhérence en post-opératoire pour limiter la récidive. Donc ça peut être fait tout à fait. C'est une bonne question. Voilà, vous voyez le surjet qui progresse là, on voit bien la nictitante est versée à ce niveau-là, le surjet qui a progressé et la glande qui est enfouie. Cette poche est-elle la logette anatomique de la glande non luxée? Quasiment. Bon, on va pas dire que c'est exactement au même endroit, mais c'est à peu près au même endroit. Voilà, donc là, le sujet est terminé face interne, vous repassez face externe. N'oubliez pas, ça c'est important, c'est que vous retraversez la membrane nictitante pour repasser face externe et faire votre point de fin du surjet, qui va être l'analogue de celui que vous avez fait au départ. Comment réagir si le cartilage est versé aussi? Alors très souvent, lorsque vous avez une éversion associée à la luxation, vous allez voir que le fait de remettre en place la glande vous permet de repositionner le cartilage correctement. Et si ça suffit pas, il faut couper une partie du cartilage. Voilà, agir directement sur le cartilage. Voilà, donc là, le dernier point, face externe toujours, pour pas qu'il y ait de frottement sur la cornée, on coupe les chefs libres, voilà, et c'est terminé. Oui, vous parliez de la muqueuse de la nictitante, donc je vous disais on peut la couper, tout à fait. Voilà, donc là, vous voyez face interne, d'accord, le surjet, et face externe, et vous voyez que la glande est bien repositionnée. Voilà, vous avez le bord libre, pigmenté de la nictitante, et l'ensemble qui reprend sa place. Là, vous avez une vue post-opératoire immédiat. Vous voyez, en post-op immédiat, légère procidence de la nictitante pendant quelques jours, c'est normal. Inflammation pendant plusieurs jours à cause du surjet, à cause du vicryl. Voilà, et la glande qui est bien remise, et le chien qui va se réveiller. Voilà, j'espère que la vidéo était assez démonstrative. On me demande si je prends des aiguilles triangulaires. Oui, aiguilles triangulaires. Pourquoi pas vicryl rapide, car dur de retirer les fils? Alors, j'ai utilisé un vicryl, on ne retire pas les fils, c'est-à-dire que je déconseille plutôt le nylon pour éviter de retirer les fils, et puis parce qu'avec le nylon, vous risquez d'avoir des irritations de la cornée qui peuvent créer des ulcères. J'ai vu beaucoup de cas comme ça. Donc le fil est trop dru, donc je vous conseille plutôt du vicryl et donc pas de vicryl rapide. Vicryl rapide, ça sera pas suffisamment long. Le vicryl rapide, c'est uniquement pour les sutures cutanées, uniquement. Le traitement post-op. Vous êtes un peu, on me demande le post-op. Un peu de patience, je vais y venir. Voilà. Là, on vient juste de terminer l'intervention. Attention. Alors, une diapositive pour montrer que la luxation, elle est souvent bilatérale, comme chez ce chien. Pas forcément en même temps, mais souvent, lorsque vous avez un premier œil, quelques semaines ou quelques mois après, vous avez la deuxième glande qui luxe. Donc ça, c'est parce que les races sont prédisposées. C'est souvent des jeunes chiens de moins de 1 an ou dans ces eaux-là. Et souvent, voilà, quelques mois après, ils reluxent. Enfin, ils reluxent pas, ils luxent le deuxième œil. Donc, il faut prévenir les propriétaires. Et de plus en plus, depuis quelques années, on préconise de faire en prévention la deuxième glande. Voilà. Et donc ça, on en avait déjà parlé à l'occasion d'une webconférence, ce qui permet de faire une seule anesthésie. Et les gens sont très, très demandeurs de cette chirurgie préventive. Quelques astuces.
Donc, on l'a vu, ne pas inciser trop près du bord libre, d'accord. Sinon, vous risquez d'avoir la membrane nictitante qui fronce un petit peu. Donc, si vous voulez bien respecter le bord libre, ne pas inciser trop près. Retirer de la conjonctive lorsque la glande est de très grande taille, on en a parlé. Réaliser une poche large et profonde, ça conditionne vraiment la réussite de l'intervention. Beaucoup de récidives sont liées, enfin d'échecs donc, sont liés à cette poche qui est trop petite. Les nœuds du surjet à l'extérieur pour éviter les frottements et opter pour un fil résorbable, c'est-à-dire éviter le nylon pour les retirer après, car vous risquez d'avoir des complications avec le nylon. Après, c'est un choix personnel. Je sais que certains l'utilisent et ils n'ont pas de complications. Bon, personnellement, je préfère le Vicryl. Le traitement post-opératoire que vous attendiez tous. La collerette, pas vraiment nécessaire. Je l'utilisais il y a quelques années. Je l'utilise plus depuis quelques années là. Même si le chien se frotte, c'est assez solide. Les fils sont cachés. Tout est derrière la membrane nictitante, très caché. Donc il n'y a pas de risque même si le chien se frotte. Donc collerette, moi je l'utilise plus depuis des années sans problème. Un collier antibiotique. Donc les colliers antibiotiques que vous utilisez tous, sans anti-inflammatoire, 3 fois par jour pendant 15 jours. Un antibiotique par voie générale pendant 1 semaine, type amoxicilline, et je fais un seul contrôle à 1 mois, sachant que au bout d'1 mois, enfin pendant 1 mois, on peut avoir l'œil un peu rouge, la muqueuse un peu gonflée, donc je préviens les propriétaires que ça peut être rouge, tout simplement parce qu'il y a le Vicryl qui est digéré pendant ce temps-là et qui entretient cette inflammation. Mais après 1 mois, en général, il n'y a plus d'inflammation et les choses vont bien. Alors, on me demande quelle taille de fil. Donc, celui que je vous ai montré sur le film, c'était du Vicryl 4.0. Deuxième intervention, la tarsographie. Il s'agit du recouvrement par la membrane nictitante qui est très, très utile en ophtalmologie. Je pense que beaucoup d'entre vous la pratiquent déjà. Le terme de tarsographie est controversé. Certaines écoles disent qu'on ne peut pas l'employer parce que il y a le mot tarse dedans et qu'il n'y aurait pas vraiment de fixation à un tarse. Or, bon, si on veut être puriste, on peut considérer qu'on fixe la membrane nictitante sur le tarse de la paupière supérieure. Donc, je ne trouve pas que cet emploi soit inutile. Je pense qu'on peut garder le terme de tarsographie. Bon, en tout cas, recouvrement par la membrane nictitante. Donc, vous voyez, cela consiste à avoir le recouvrement ici par la membrane nictitante, comme chez ce chat. Donc, l'œil est complètement protégé par cette membrane et on fixe avec des fils, comme vous allez le voir. Alors là, il y a beaucoup de techniques décrites. Chacun a un peu ses techniques. Pour moi, elles peuvent toutes être bonnes à partir du moment où vous avez votre membrane nictitante qui recouvre bien le globe. À partir du moment où vous n'avez pas de frottement de fils sur la cornée, parce que là, vous risquez vraiment de créer plus de dégâts qu'auparavant. Et à partir du moment où on n'a pas trop d'infection à ce niveau-là, parce que il y a des techniques où on employait, dans lesquelles vous verrez sur les livres, on emploie des matelas de compresse ou des morceaux de tubulure. Bon, c'était assez utilisé à l'époque pour limiter le cisaillement par les fils sur la paupière, mais finalement, il y a plus de désagréments qu'autre chose. Donc moi, je les déconseille, je ne les utilise pas. Je fixe directement des fils sans tubulure ou sans compresse, comme vous le voyez ici. Voilà, un petit schéma pour montrer comment la nictitante remonte et recouvre le globe avec les fils. Voici la vidéo. Voilà. Donc ici, vous avez un ulcère chez un chat. Donc là, il s'agit d'un chat. Alors, tout est inversé puisque donc on se positionne en région dorsale. Donc là, vous avez la paupière supérieure et la paupière inférieure. Donc, on utilise un nylon 4.0, on passe carrément au travers de la paupière supérieure en région nasale. Donc là, vous avez la région nasale, la région temporale, voilà, temporale, nasale. Après avoir traversé donc la paupière supérieure, on réalise un point en U qui prend dans l'épaisseur de la membrane nictitante en respectant le bord libre. Donc vous avez vu, on passe dans l'épaisseur, on rentre dans le cartilage et on ressort ensuite au travers de la paupière supérieure. Ce qui permet de réaliser un point en U, si vous avez bien vu.
puisqu'on entre à ce niveau-là, enfin on pénètre à ce niveau-là de la paupière. Ensuite, on vient parallèlement au bord libre et on ressort pour retraverser la paupière supérieure. Donc vous avez un point en U qui permet de remonter la nictitante et de recouvrir le globe. Et ensuite, vous terminez votre point. Voilà, vous voyez que déjà, hein, la membrane nictitante remonte, recouvre une partie du globe. Parfois, un seul point suffit chez les très petits animaux, les petits chatons par exemple. Un seul point suffit et à ce moment-là, on le place plus au centre. Chez les chiens taille adulte, on place 3 points, comme vous allez le voir, et chez certains chats, 2 points. Donc ça dépend de la taille des paupières et du globe. Donc voilà, on repasse au travers, vous allez voir, hein, de la paupière supérieure. Donc là, c'est le même type de point. Hein. Donc au travers de la paupière supérieure, assez haut, hein, pas trop près du bord libre, ça c'est important pour pas abîmer votre paupière supérieure. Ensuite, vous voyez, on traverse 2 fois au travers de la nictitante en prenant dans le cartilage. Hein, là, j'ai pris à chaque fois dans le cartilage hein, pour tous les points, pour que ça soit bien solide et qu'on ne déchire pas la membrane nictitante. Et ensuite, on repasse sur la paupière, au travers de la paupière supérieure, pour terminer votre point en U. Alors, on me dit sans traverser complètement la 3e paupière. Dans les livres, on dit qu'il faut pas traverser, mais en fait, on traverse et ça ne gêne pas puisque ça ne frotte pas, étant donné que vous allez être en région sclérale et pas du tout en région cornéenne, donc il n'y a pas de frottement. Voilà, vous voyez, on termine le point ici. Alors, on me dit un seul passage dans la nictitante. Du coup, c'est plus un V qu'un U. Non, alors ça, c'est important de le voir. C'est bien un U parce que je fais pas un seul passage. Hein. Si vous regardez bien, en fait, on traverse 2 fois. Mais vous allez le voir sur le 3e point. Voilà, on va faire le 3e point. Donc, on récapitule. On repasse au travers de la paupière supérieure. D'accord? Vous allez voir que c'est pas un E, c'est pas un V, c'est bien un U. Donc là, il y a un peu moins de cartilage à ce niveau-là. Pour le 3e point, vous êtes plus sur de la conjonctive. C'est pas grave. Donc, vous voyez que je la prends de façon à rester parallèle au bord libre. C'est-à-dire que je reste face externe là. Ça, c'est important. Je suis pas passé face interne. Voilà. Et on repasse ensuite dans la paupière supérieure. Est-ce que c'est clair pour le U plutôt que le V? N'hésitez pas à me dire, sinon je vous remontre le début. On me demande si on est obligé de tondre les cils. Chez un chien à poil très ras, ce n'est pas la peine. Vous le faites, mais je vous le conseille vraiment sur les chiens avec des poils semi-longs ou longs. Voilà, fin du 3e point. Alors, très important, quand vous faites votre point et que vous serrez le premier, là, le premier nœud, important de juste apposer. Il faut pas trop serrer, sinon là, vous risquez de cisailler la peau. Et il faut pas non plus que ça soit trop lâche pour éviter que ça baille, que la membrane nictitante ne baille. Donc, il y a un juste milieu à trouver. Et vous apposez juste le nœud et surtout ne pas trop serrer. Alors, on me demande les indications, c'est l'ulcère, hein, principalement. L'ulcère. Taille des fils chez un chat, nylon 4,0. C'est facile. Nylon 4,0. Éthylon 4,0. Voilà. Vous voyez là, hein, la membrane nictitante qui maintenant est bien solidarisée avec la paupière supérieure et ça tient. Là, je peux vous assurer, moi, c'est vous voyez là, la membrane nictitante qui remonte bien, qui recouvre le globe et qui recouvre la totalité de la cornée. Voilà, ça c'est la technique que j'emploie maintenant depuis plus de 20 ans, j'en fais quasiment tous les jours et je peux vous assurer que ça ne bouge pas, ça ne cisaille pas, ça tient le temps qu'il faut, c'est-à-dire minimum 15 jours et vous n'avez aucune complication. Et je vous déconseille le point en V justement parce que là vous risquez d'avoir des frottements sur la cornée, des kératites, alors que avec le point en U, vous avez vraiment la nictitante qui épouse parfaitement la cornée. C'est très important qu'elle épouse bien pour qu'il n'y ait aucun frottement sur cette cornée. C'est très très important. Alors, on me demande pas de traitement local, tout dépend avant de fermer. Si vous pouvez faire, alors ça dépend de ce qu'on a. Hein. Si c'est un ulcère à bord décollé, vous allez agir sur la cornée pour débrider, pour retirer les bords décollés, par exemple, ou faire une kératotomie ponctuée ou une kératotomie radiaire. On me demande si c'est indiqué pour tous les ulcères. Bon, là le problème c'est qu'on est vraiment sur la technique et j'avais déjà traité l'ulcère. Vous savez qu'en fonction du type d'ulcère, vous allez avoir plein de techniques différentes. Hein, donc c'est un peu difficile là de tous vous les citer, mais disons que cette technique de tarsographie sera toujours utile. C'est vraiment intéressant, même si vous voulez un traitement d'attente, vous avez par exemple une luxation du globe, vous pouvez réaliser une tarsographie ou une blépharographie pour protéger. Dès que vous voulez protéger, c'est vraiment très très utile et ça peut permettre même d'attendre une deuxième intervention dans un deuxième temps, si vous n'avez pas
le temps ou le matériel nécessaire, si le chien n'est pas bien à jeun, que sais-je. Dans ce cas-là, c'est toujours intéressant de toujours fermer un œil et d'attendre 1, 2, 3 ou plusieurs jours. Ok, on va passer à la suivante. Le traitement post-opératoire, donc collerette 15 jours, car l'œil reste fermé 15 jours. Moi, je maintiens en moyenne la tarsographie fermée pendant 15 jours. Un collyre antibiotique 3 fois par jour pendant 3 semaines, donc qui va jusqu'à 1 semaine au-delà du retrait des fils. L'antibiotique par voie générale, toujours Clamoxyl, la plupart du temps pendant 1 semaine, et on retire donc les fils à 15 jours. Donc votre tarsographie est retirée à 15 jours. Vous allez voir à nouveau la cornée et pouvoir vérifier, faire un test fluo. Et ensuite, un dernier contrôle à 2 mois, au cours duquel vous pouvez constater la régression de la fibrose. C'est-à-dire que souvent, à 15 jours, vous avez même des fois une kératite, donc des vaisseaux, parce que ça accompagne la cicatrisation de l'ulcère. Vous pouvez avoir une fibrose, qui est généralement un peu blanchâtre, avec un petit voile au niveau de la cornée. Cette fibrose cornéenne, donc elle a le signe d'une bonne cicatrisation, elle est présente à 15 jours. Et après, on a un remaniement, excusez-moi, un remaniement des fibres de collagène dans les semaines qui suivent, qui fait que on a une disparition de cette fibrose après quelques semaines ou quelques mois. Donc ça, il faut prévenir les propriétaires. Alors, on me redemande taille de fil pour les chiens, nylon 4,0, éthylon 4,0. Voilà un œil qui a été traité par tarsographie. Vous voyez ici l'ulcère large. Il y a eu une désinfection locale chez ce chien parce qu'il y avait eu une projection de produits chimiques, donc c'est une brûlure chimique. Et voilà, après, en post-op, après le retrait des fils à 15 jours, donc vous voyez qu'on peut retrouver une transparence parfaite très vite, surtout si l'ulcère est superficiel. Troisième intervention, l'exérèse d'un cil ectopique. Vous avez ici une image, vous voyez un cil ectopique sous la paupière. Souvent, c'est la paupière supérieure qui présente, donc sur la face conjonctivale, des cils mal positionnés, mal placés. Il s'agit ici d'un cil ectopique très dru. Voici un petit schéma pour remettre les choses en tête avec une coupe de paupière, la coupe de l'œil. Donc là, vous avez la coupe de la paupière avec la face, le revêtement cutané ici, le revêtement conjonctival, d'accord, la glande de Mémomus ici. Le cil normal ici, d'accord, avec une position normale, vous voyez, qui vient vers l'extérieur. À ce niveau-là, au niveau du bord libre, vous avez les distichiasis que vous voyez, ce sont ces petits cils qu'on voit qui sortent au niveau du bord libre et qui viennent plus ou moins flotter, des fois frotter sur la cornée. Et le cil ectopique, c'est différent, il est plus en zone conjonctivale et il est souvent plus dru que le distichiasis, il est souvent unique, il y en a souvent un seul, et il vient frotter sur la cornée. C'est celui-là qui est le plus grave. Beaucoup plus que le distichiasis. Voici ici un cas justement d'ulcère circulaire en région supérieure et en éversant la paupière supérieure ici, vous voyez ce cil ectopique tout petit ici qui venait frotter, qui était responsable de cet ulcère. Donc quand vous avez ces ulcères superficiels en région supérieure, toujours regardez sous la paupière supérieure, vous pouvez trouver souvent en région moyenne ici. Donc c'est presque toujours la paupière supérieure et en région moyenne, vous allez voir ces cils ectopiques qui viennent frotter. Ils sont perpendiculaires à la surface cornéenne, donc très irritants. Ils sont très drus et voilà, ils provoquent des ulcères très graves. Voilà, en grossissant, vous voyez ces cils ectopiques, enfin ce cil ectopique en pleine conjonctive ici. On me demande si je traite la fibrose cornéenne ou est-ce qu'elle part seule. Non, elle part seule. Ce que vous pouvez traiter, c'est la kératite qui accompagne la cicatrisation. Si vous avez beaucoup de vaisseaux, une opacité importante, vous pouvez faire des corticoïdes dans un deuxième temps, une fois que l'ulcère est cicatrisé. Mais la fibrose, elle se fait toute seule. On me dit qu'il y a des adhérences parfois. Comment les éviter? Les adhérences, je pense que c'est avec la membrane nictitante sur la paupière supérieure quand vous faites votre tarsographie. Normalement, ces adhérences, il faut juste tirer un petit peu avec de la sébésine collyre, donc un anesthésique local. Vous tirez un petit peu avec une pince de greffe par exemple. Vous tirez un peu sur la nictitante et l'adhérence se défait. Voilà, donc je reviens à mon cil ectopique ici, pleine conjonctive, très irritant, qu'il va falloir bien sûr retirer. Voici ici un autre cas. Il s'agit de multiples petits cils que vous voyez ici, petits, qui viennent flotter à la surface de la cornée. Il s'agit du distichiasis. Vous voyez la différence avec le cil ectopique. Le distichiasis,
il sort ici souvent des orifices de glandes de mébomus, donc au niveau du bord libre, et ils viennent flotter à la surface de la conjonctive ou de la cornée. Donc ils sont beaucoup moins irritants. Il y a beaucoup de chiens qui sont asymptomatiques, qui ont ces cils disticasiques et qui vivent très bien avec. Donc il ne faut pas les enlever, il ne faut pas forcément tous les enlever. On ne les enlève que lorsqu'ils gênent, lorsque le chien est symptomatique, avec des conjonctivites ou voilà, des conjonctivites à répétition. Il y a rarement des ulcères avec des disticasis. En tout cas, lorsque vous avez ce type de cils, ça peut être multiple, on peut en avoir qu'un seul, vérifiez s'il gêne ou pas et retirer s'il gêne avec à peu près la même technique que pour l'exérèse du cil ectopique que je vais vous montrer maintenant. Voilà, l'exérèse du cil, toujours en retirer le cil avec son follicule, ça c'est très important parce que si vous faites une épilation des cils disticasiques ou d'un cil ectopique, forcément, vous allez avoir une repousse derrière qui peut être encore plus grave que le premier, donc bien retirer la portion de conjonctive qui contient le cil et le follicule, comme vous le voyez ici. Voici le film. Donc là, vous voyez qu'on éverse la paupière supérieure avec une pince à chalazion qui est vraiment indispensable dans cette intervention. Indispensable d'avoir une pince à chalazion. Vous voyez le cil ectopique hein, à ce niveau-là, très dru, hein, on le voit très bien. On va faire 2 incisions de part et d'autre, en étant sûr de bien prendre le follicule. Donc, il ne faut pas hésiter à aller assez profondément hein, dans le tarse de la paupière supérieure. Et on va retirer cette portion donc de paupière qui contient le cil avec son follicule. Voilà, donc, très important d'aller profondément pour retirer le follicule. La pince à chalazion est très importante car elle vous permet à la fois, voilà, vous voyez, on a retiré cette zone du tarse qui contenait la glande de mébomus avec le cil ectopique. Très important, la pince à chalazion, vous voyez qu'elle permettait d'éverser la paupière supérieure, elle permettait aussi de faire une hémostase. Car vous voyez que, vous avez vu que dès qu'on a retiré la pince, tout de suite, ça saigne énormément. Donc, il est impossible de faire cette intervention sans pince à chalazion, sinon vous allez avoir un saignement important, vous verrez plus ce que vous faites. Et en plus, vous ne pourrez pas bien positionner votre paupière. Quatrième intervention, la correction d'un entropion simple. Donc là, je vais vraiment aborder, parce qu'il y a plein de techniques, des fois plus ou moins complexes, de correction d'entropion. Là, on ne va aborder que la technique simple, qui est la technique de Hall-Celsus modifiée. Voici, pour illustrer, voici chez un chien un entropion très marqué de la paupière inférieure, avec les poils qui viennent frotter. Il n'y a pas d'ulcère, mais parfois on peut avoir un ulcère secondaire. Comme chez ce chat, par exemple, les chats présentent très souvent, on en voit énormément, qui ont ces entropions de la paupière inférieure, des fois de la paupière supérieure, mais beaucoup de cette paupière inférieure, avec les poils qui viennent frotter et des ulcères secondaires. Donc ça, je pense que vous en voyez assez fréquemment. Alors on me demande, sur la technique d'avant, désolé, d'exérèse du cil ectopique, s'il faut des fils. Est-ce qu'on suture? Non, vous laissez comme ça cicatrise par seconde intention, ça va se combler. Et on ne met surtout pas de fil, parce que alors là, vous allez avoir des frottements sur la cornée, ça peut être catastrophique. Donc voilà, plusieurs personnes me demandent, pas de suture. Vraiment, vous laissez comme ça. Ça va saigner, mais ça va s'arrêter. Là aussi, un peu de sérum adrénaliné si le saignement est important, mais ne mettez jamais de suture. Je reviens à mon entropion chez le chat, ici très marqué avec un ulcère secondaire. L'ulcère est directement lié, là, ici, à l'entropion et au frottement des cils. Donc, on va corriger cet ulcère, on va corriger l'entropion qui va permettre la cicatrisation de l'ulcère. Pour cela, donc, voici la correction de l'entropion simple avec la technique de Hall-Celsus modifiée. C'est vraiment la technique la plus simple qui consiste à retirer une petite zone musculo-cutanée ici qui va permettre d'éverser, donc c'est une plastie, qui va permettre d'éverser la paupière de façon à ne plus avoir le frottement. Donc, vous voyez ici ce phénomène de déversion une fois que vous aurez suturé après exérèse musculo-cutanée. Donc ça, c'était le schéma. Voici la vidéo avec ici un entropion en région inférieure. Donc il est en supérieur parce que tout est inversé. Comme j'ai dit, là, je suis placé derrière la tête de l'animal. Donc c'est bien la paupière inférieure que vous voyez ici. Donc on nettoie d'abord pour enlever les restes de fil tondu avec du sérum physiologique. Ensuite, la bétadine solution diluée. Et ensuite, on va pratiquer une incision. Donc là, il y a 2 possibilités. Soit vous incisez, si vous avez par exemple des feutres qui vous permettent de noter des traces, de mettre des traces sur la paupière, vous
pouvez mettre un tracé pour être sûr de bien inciser. À ce moment-là, vous pouvez utiliser une lame Badperker pour faire votre double incision et faire votre plastie. Moi, j'utilise plutôt des ciseaux pour retirer la zone cutanée adéquate. Donc, vous voyez, voilà, on déroule l'entropion. Hein, vous voyez que c'est un entropion très marqué chez ce chat. Voilà, la paupière est repositionnée. Vous voyez l'ulcère en regard, hein, ici, en regard de l'entropion. On voit très bien ici cet ulcère qui est superficiel, hein, épithélial. Alors, on me demande comment déterminer la taille de l'exérèse. Ben, ça, c'est toute la difficulté et tout l'enjeu. Hein, c'est vraiment de retirer ni trop ni pas assez. Voilà. Et ça, c'est un peu soit au feeling, soit vous pouvez faire des mesures et tracer avec un feutre. Voilà. Avec votre pince de Pofic, vous allez regarder la quantité à retirer. Hein, donc, c'est là que se joue la mesure. Avec l'habitude, pas besoin de tracer. Moi, c'est vrai que je le fais au feeling. Retenez une chose importante, c'est qu'il faut toujours en retirer moins sur les paupières inférieures et un peu plus sur les paupières supérieures. On a toujours très facilement des surcorrections sur les paupières inférieures, comme ici. Donc, il faut toujours en enlever un petit peu moins parce qu'après, quand l'animal est réveillé, vous avez un effet pesanteur qui fait que ça augmente un petit peu votre éversion. Donc, il faut faire très attention à la surcorrection sur les paupières inférieures. J'insiste là-dessus. Donc là, vous avez vu l'incision de de la peau et on prend une partie du muscle orbiculaire. Suture. Alors la suture, donc comme je vous l'ai dit, donc ça je vous le redis, c'est avec un fil Vicryl 4.0 rapide. Vicryl rapide 4.0. L'intérêt du fil Vicryl rapide, c'est qu'il va tomber tout seul après 2-3 semaines et vous n'avez pas à le retirer, ce qui est très compliqué. Sinon, surtout sur des animaux un peu agités, ça peut être l'enfer. Donc prendre un Vicryl rapide, ça vous simplifie énormément la vie et ça marche très bien. Donc 4.0 ou 3.0 sur des très gros chiens. Voilà ce premier point de suture. Donc moi, j'effectue des points simples. Et vous voyez que tout de suite, la paupière est déjà en position normale. Hein. On me demande si ulcère tarsographie aussi. Oui, tout à fait. Vous pouvez associer à cela une tarsographie. C'est tout à fait possible pour traiter l'ulcère. Mais dans beaucoup de cas, rien que le fait de corriger l'ulcère suffit à faire cicatriser votre ulcère très rapidement. Donc tout dépend du type d'ulcère. Mais vous pouvez associer les deux, tarsographie et correction de l'entropion. Voilà, deuxième point ici. Donc vous voyez que ça saigne un peu, hein, comme dans toutes ces chirurgies des annexes, mais ça s'arrête assez vite. Et pensez au sérum adrénaliné dilué si vous avez des saignements importants. Vous voyez que voilà, la paupière inférieure, là maintenant, est déjà bien positionnée. Il n'y a plus du tout, si vous regardez, il n'y a plus du tout de frottement des poils ou des cils sur la cornée. On me demande l'incision à quelle distance du bord libre. Alors là aussi, c'est un peu au feeling, mais disons que une règle générale, c'est de ne pas faire trop près du bord. Vous voyez, si vous incisez trop près, vous allez avoir forcément la paupière qui va bâiller. On voit beaucoup de surcorrection dans ces corrections d'entropion. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous éloigner. Plus vous éloignez, alors pas trop, parce que sinon, il n'y a plus d'effet, hein, il y a un juste milieu à trouver, mais en vous éloignant, vous allez diminuer ce risque de surcorrection. Donc un juste milieu à trouver, comme ici, de quelques millimètres, 3-4 millimètres à peu près pour l'incision. On me demande l'incision à la lame de bistouri. Oui, ça peut être fait, comme je l'ai dit, c'est un choix. Vous pouvez le faire à la lame de bistouri. Bon, le risque avec les lames de bistouri, si vous ne faites pas si vous ne notez pas sur la peau avec un feutre, c'est que vous risquez de partir très vite dans des régions. Si vous partez comme ça avec votre lame de bistouri, vous pouvez inciser dans des zones que vous ne souhaitiez pas inciser. Et l'intérêt des ciseaux, comme je l'ai montré, c'est que vraiment vous maîtrisez bien les choses. Avec une pince et des ciseaux, vous arrivez à inciser exactement à l'endroit où vous le souhaitez et à enlever la quantité que vous souhaitez. Alors, quelle concentration le sérum adrénaliné? Moi, je dilue une ampoule d'adrénaline au 1/10, donc avec du sérum physiologique, donc 1/10 de dilution. Voilà, donc vous voyez la suture qui progresse, toujours, je le répète, Vicryl rapide 4.0 dans ce cas-là. Il y a très très longtemps, dans mes premières interventions, il y a plus de 20 ans, j'avais pratiqué sur quelques cas cette suture avec du nylon, avec retrait des fils 15 jours après, et je vous assure qu'on s'embête beaucoup. C'est l'enfer, il y a plus de 10 points à retirer, 10-15 points en région de l'œil, l'animal n'aime pas trop.
Donc vous battez pour rien, alors que là c'est vraiment une solution de facilité. Donc je vous invite vraiment à utiliser le Vicryl rapide sur ces cas-là d'entropion. Voilà. Je pense que vous avez compris. Je vais passer. Après il reste encore quelques points, 2 points ici, 1 point ici, et c'est terminé. Voilà. Correction de l'entropion chez le chien Charpais. Certains cas d'entropion simple chez un Charpais peuvent être traités comme ce cas-là qui était assez simple avec une Holt Celsius. Mais sachez qu'il existe d'autres techniques que je ne vais pas aborder ici, plus complexes et on n'a pas le temps. On va le voir dans une deuxième moyen de conférence. Mais la technique de Stades, par exemple, qui est une technique un peu plus compliquée et qui est une alternative surtout chez le Charpais. Correction de l'entropion du canthus interne, c'est la même problématique. Vous allez éverser au niveau de la paupière inférieure pour découvrir le point lacrymal inférieur. Voici ici un entropion du canthus interne chez un chien brachycéphale. Vous voyez ici les poils qui viennent frotter avec une pigmentation secondaire de la cornée. Donc chez ce chien, il est intéressant de corriger l'entropion pour diminuer cette pigmentation et diminuer le frottement des poils sur la cornée. Donc vous voyez que c'est en région interne. Donc, vous allez pratiquer la même intervention de Holt Celsius dans cette région-là. Toujours avec du Vicryl rapide, ici 4,0. Voici un chien avec, là encore, un frottement, mais il s'agit d'un trichiasis du pli de peau nasal. Donc ça, vous voyez ça chez certains chiens, bulldog anglais ou carlin, qui ont ce pli de peau nasal. Et dans ce cas-là, c'est une chirurgie assez simple qui consiste à retirer ce pli de peau nasal et à le suturer, avec soit un surjet, soit des points simples. Le traitement post-opératoire de cette intervention, collerette 15 jours, antibio 7 jours et les fils qui tombent tout seuls en 2-3 semaines à peu près si vous utilisez un Vicryl rapide. Dernière intervention plus complexe. Donc là, c'est pour les gens qui ont été un peu frustrés par des chirurgies qu'ils ont pu trouver peut-être trop simples. Donc je vais vous montrer cette intervention qui est utile dans les cas de KCS grave. Donc l'indication, c'est les KCS très graves avec un test de Schirmer à 0. Malgré la cyclosporine et malgré le tacrolimus. Donc dans ce cas-là, quand vous avez des KCS rebelles à tout traitement médical, vous pouvez pratiquer une transposition du canal de sténon, qui est une intervention qui fonctionne vraiment bien. On a un taux de réussite très très élevé, avec un taux de satisfaction très élevé. Les gens n'ont plus du tout de goutte à mettre. Voilà, donc on sonde l'orifice du canal de sténon, qui est le canal parotidien, qui est lié à la glande parotidienne. Donc on sonde avec un fil nylon 4,0 et on va ensuite disséquer une petite collerette tout autour de cet orifice du canal de sténon. Donc ça, c'est une chirurgie assez fine. Là, il faut forcément soit microscope, soit lunette loupe, obligatoire. Et vous allez disséquer le canal de sténon sur sa longueur. Vous voyez l'intérêt du fil qui permet de voir par transparence. Vous voyez ici, on voit le canal de sténon avec le fil par transparence, la sonde que l'on a mis. Donc je répète, c'est du nylon 4,0 et oui, ou 3,0, plutôt 3,0 pardon. Voilà la dissection du canal qui progresse en région caudale. Ouais, tout à l'heure, je vous ai peut-être dit 4,0 pour le nylon utilisé, c'est du 3,0. Voilà, ici, vous vérifiez que la longueur est suffisante pour arriver dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Et ensuite, vous allez tunneliser sous la paupière inférieure. Alors finalement, c'est assez proche, il y a quasiment 1 cm ou 2. Vous allez inciser dans le fornix, dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Et après avoir tunnelisé, vous allez faire passer une pince qui va vous permettre de faire passer votre canal de sténon et de l'aboucher dans le cul-de-sac conjonctival inférieur. Et là, avec un résorbable, vous allez, donc c'est du Vicryl 4,0, vous allez suturer toute la collerette tout autour, la muqueuse, dans le cul-de-sac conjonctival inférieur, vous retirez la sonde et c'est terminé. Là, pour être honnête, il y a eu un montage, c'est pas aussi rapide que ça. Pour vous montrer le principe. Et ne pas oublier de suturer la muqueuse buccale une fois que vous avez terminé votre dissection. Voilà, je vois qu'on a quelques minutes de retard, mais on a presque terminé. Voilà, excellent résultat de cette transposition du canal de sténon. Voilà, avant, on est à 0 et après, 0 mm, 20 mm de Schirmer parce que on a
un très bon résultat avec disparition des symptômes. En bonus, une intervention moins simple pour les plus aguerris, mais je vais faire vite parce que là, on arrive à la fin du temps imparti. Ici, vous avez un ulcère très grave chez un chien, un ulcère stromal. Et pour cet ulcère, donc là, c'est beaucoup plus technique. Hein. Là, on est dans de la microchirurgie, mais je vous le montrerai plus pour information. Hein. Et certains qui veulent se lancer, qui maîtrisent les techniques microchirurgicales, peuvent le pratiquer. Donc sur des ulcères stromaux profonds, on préconise, comme vous le savez, la greffe de conjonctive, qui va être disséquée en région supérieure ici. Il y a des questions mais vous êtes très nombreux là, vous êtes près de 500 là à poser des questions. Enfin, vous êtes 500, donc ça va être difficile de répondre à tout. Hein, je suis désolé. Voilà, donc dissection de la greffe conjonctivale ici, pédiculée. Donc l'intérêt, c'est qu'elle permet d'apporter tous les éléments à la cicatrisation de l'ulcère. Et on va on va suturer cette conjonctive sur l'ulcère. Donc c'est un peu comme un pansement naturel en quelque sorte, hein, qu'on place sur l'ulcère et qui va permettre de combler l'ulcère, d'apporter tous les éléments par la vascularisation ici sur l'ulcère, les antibiotiques par exemple, et les éléments de la cicatrisation. Et sur tout le pourtour de l'ulcère, on va suturer avec des points simples. Et là, on emploie ici un fil nylon 9,0. Donc c'est vraiment, encore une fois, de la microchirurgie. Il faut un microscope ou au minimum des lunettes loupe. Voilà, on va effectuer Alors, on me demande s'il y a des risques de sténose du canal de sténon après. Non, aucun risque de sténose, ça fonctionne et ça fonctionne à vie pendant des années. Hein. Là, j'en contrôle en ce moment qui ont été opérés il y a 5, 6 ans, même 10 ans et il n'y a jamais de sténose post-opératoire si l'intervention est réalisée comme je vous l'ai montré. Bon, là, comme je laisse courir la vidéo, je vais répondre à vos questions. Avec la suture, comment éviter d'obstruer l'extrémité du conduit? En fait, vous allez suturer la collerette de muqueuse autour de l'orifice. Donc, vous suturez pas directement dans l'orifice. Hein. On ne touche pas à l'orifice. L'orifice doit être bien préservé du canal de sténon. Est-ce qu'on peut utiliser des fils non résorbables? Non, je vous le déconseille. Pour la technique de sténon, je vous déconseille. Anthropion, l'intervention du canthus interne, est-ce qu'on ne risque pas de toucher le canal lacrymal? Non, vous restez sur des zones musculo-cutanées et le canal lacrymal ne passe pas exactement à cet endroit-là. Donc si vous le faites comme je vous ai montré, il n'y a pas de risque de toucher le canal. Voilà. Donc là, voici la fin de l'intervention, mais c'était plus pour information de la greffe de conjonctive. Je voulais vous montrer un post-op ici. Voilà, vous avez votre greffe de conjonctive qui est fixée sur l'ulcère. Et les fils qui peuvent être retirés, les fils là, de nylon qui sont retirés 2 mois après. Donc là, vous avez l'œil 2 mois après, retrait de la greffe et des fils. Okay. Voilà, je vais terminer par un petit quiz pour ceux qui veulent participer. Pour celui qui sera le plus rapide, qui trouvera la réponse, on vous offrira cet ouvrage récent, Conduite à tenir en ophtalmologie du chien et du chat, qui vient d'avoir là la remise des prix a lieu aujourd'hui, l'Académie vétérinaire, qui a eu un prix qui a été remarqué. L'ouvrage a été remarqué par l'Académie vétérinaire. Voilà, donc on va commencer le quiz. Est-ce que vous êtes prêts? Donc il s'agit de trouver l'affection qu'a ce chien avec la vidéo de l'intervention chirurgicale. C'est parti. De quoi s'agit-il? Donc là, vous voyez qu'on sonde, je vous aide, on sonde le point lacrymal supérieur et vous voyez le liquide avec de la bétadine diluée qui ressort par le point lacrymal inférieur. Alors on me dit enfouissement, luxation, non. Distichasie sylectopique, non. Floche des canaux lacrymaux, oui, mais ce chien est atteint de... Voilà, là d'ailleurs on est en train de le traiter. Je vais arrêter la vidéo. Obstruction, débouchage, sondage. Tout ça c'est un peu vrai, voilà, ça va trop vite là. Bon, il faudra qu'on revoie l'historique là. Ouais, là ça allait un peu vite pour moi. Bon, vous avez tous un peu raison. La
agénésie, on se rapproche. Agénésie du point lacrymal. Alors c'est pas vraiment une agénésie parce que vous avez vu qu'il était présent, donc c'était l'agénésie, c'est vraiment quand il est absent. Alors là, il est présent. Agénésie, non. Non, vous n'avez pas tous gagné, on va trouver. C'est pas l'agénésie. Alors, c'est pas une imperforation parce que l'imperforation c'est l'agénésie. Presque atrésie. Oh là là, ça va trop vite. Hypoplasie. J'ai vu hypoplasie. Bon. J'ai vu hypoplasie passer, donc c'est bien une hypoplasie du point lacrymal. Donc là, c'est déjà remonté, mais on vous retrouvera, vous inquiétez pas. Donc c'est une hypoplasie, je vais vous remontrer le film. Donc qui est traité, vous voyez, on va agrandir le point lacrymal, vous avez vu. Si vous vous souvenez, le point lacrymal était tout petit en fait, beaucoup plus petit que la normale. Donc on va l'ouvrir en faisant une incision des bords. En fait, il y a un petit opercule qui bouge. Quand cet opercule bouge complètement, c'est une atrésie ou une imperforation ou une agénésie du point lacrymal. Alors là, il existait, parce que vous avez vu, quand j'ai sondé, on voyait que ça sortait. Voilà, là, il est agrandi. Vous avez vu, il est 3-4 fois plus grand que tout à l'heure. Tout à l'heure, on pouvait pas passer la sonde. Maintenant, on peut passer la sonde. Et vous voyez qu'on a un très bon sondage en haut comme en bas. Et donc ça, c'est un chien qui présente un épiphora et qui a pu être bien traité. À cela, il avait un petit entropion associé, donc on a corrigé avec une petite technique de Holt-Celsius modifiée, on a corrigé cet entropion de la paupière inférieure. Voilà. Merci à tous. Voilà, là c'était pour montrer le sondage. Là, vous montrez un point lacrymal normal, d'accord, taille normale, une hypoplasie, donc c'est le chien que je vous ai montré. Vous voyez, on a le point qui est plus petit que la normale, donc ça, vous pouvez l'ouvrir et retirer une partie de l'opercule. Et là, c'est carrément l'imperforation, donc le point lacrymal qui est complètement absent. Et ça, c'est congénital. Voilà, merci à tous pour votre participation. Vous étiez très, très nombreux. On n'a jamais été aussi nombreux, près de 500. Et c'est vrai que j'ai pas pu voir toutes vos questions parce que là, ça fusait, surtout sur le quiz, là. Mais ça fait vraiment plaisir de vous voir si nombreux et de voir toutes vos questions. Ça booste. Et on va continuer si ça vous intéresse. On continuera avec un rythme de tous les 2 mois. La prochaine conférence, donc dans 2 mois, et a priori, cela devrait être sur l'ophtalmologie en faune sauvage, qui est un sujet que j'en ai encore jamais traité. Peut-être qu'on parlera un peu des NAC, mais beaucoup faune sauvage. Voilà, merci à tous. Vraiment, merci pour tous vos remerciements. Ça me fait très, très plaisir de voir votre participation. Et je vous dis à bientôt. S'il y a 1 ou 2 questions, je veux bien y répondre. Merci encore une fois à tous. Pas de questions. Eh ben, je vous dis bon après-midi. Vous allez reprendre vos consultations et chirurgie. Donc, bon travail. Et puis, dans 2 mois. Au revoir.